Ils sont originaux, surprenants, émouvants, sincères. Pas toujours parfaits, ils ont ce truc qui fait qu'on les aime. Ils ont besoin d'être lus pour écrire. Vous êtes leurs lecteurs. Ils sont les auteurs auto-édités. Et vous écoutez Le Tremplin des auteurs, une émission conçue et présentée par Vera Sayad. Bonjour, et bien même dans le tremplin des auteurs, vous n'y couperez pas, nous célébrons la Saint-Valentin qui a lieu dans 10 jours. J'ai effectivement décidé de sortir du cercle des ronchons qui refusent de célébrer cette fête, car c'était en réalité l'occasion rêvée de vous présenter Vivement l'amour de Charlie Bregman, un livre sur l'adolescence et l'éveil à l'amour, vif, rafraîchissant et pas bête du tout. Il s'agit de l'histoire de Charlie, 15 ans, qui tombe raide dingue amoureux de la très convoitée Marina, alors qu'elle ne voit en lui qu'un simple allumeur. Comme Charlie cherche à se surpasser pour séduire la belle, il se retrouve happé dans un enchaînement de situations cocasses, incontrôlables, voire explosives. Car ce grand chamboulement de l'adolescence n'est pas du tout du goût de ses parents, pour qui, à cet âge, seuls les résultats scolaires comptent. Et vous avez de la chance, car 10 d'entre vous auront la possibilité de gagner un exemplaire du livre. Je vous dirai comment à la fin de l'émission. Et pour commencer, un extrait qui vous donne tout de suite le ton du livre. La nouvelle constitution devant laquelle j'allais devoir m'incliner s'annonçait insolemment tyrannique. Certes, rien n'était clairement notifié, mais après de longues semaines d'observation, je fus à peu près certain que son texte, s'il avait dû exister, aurait ressemblé à peu près à ceci. Article 1er. Ton père et ta mère sont tes tuteurs. Tu leur dois respect et soumission, sans quoi ton avenir empruntera les chemins les plus sinueux et calamiteux de la vie, tel l'arbre fainéant et immature se frayant maladroitement un chemin vers le ciel, écroulant de lui-même vers ses penchants naturels les plus vils et honteux. Article 2e. Ton père est indestructible. Voilà pourquoi il est le chef de la famille, et pourquoi tu ne lui arrives pas à la cheville. Article 3e. Ta mère t'a mise au monde dans d'atroces souffrances, petit ingrat. Elle est donc nommée à titre honorifique vice-chef de famille, et tu as intérêt à tout manger ce qu'elle te donne en lui adressant des louanges perpétuelles, même si ce n'est pas bon. Article 4e. Tout individu raisonnable et bien pensant n'ayant pas encore soufflé les bougies de ses 18 ans demeure un enfant. Par conséquent, cet individu-là, qu'il soit rebelle ou malléable, se pliera de gré ou de force aux règles strictes imposées par l'autorité susnommée. Article 5e. Du point de vue strictement légal, ton père et ta mère sont responsables de toi, que tu aies toute ta tête ou toutes tes dents. Il est donc complètement immature de ta part d'imaginer pouvoir, ne serait-ce qu'un instant, te soustraire à leur autorité. Quand grandiras-tu, putain de bordel de morte couille? On ne fait pas des enfants pour les voir rester aussi cons aussi longtemps. Article 6e. Un entourage de proches a été délibérément constitué afin de veiller à la bonne application des principes de la présente Constitution. Mets-toi bien dans la tête que même lorsque tu ne le vois pas, il demeure partout. Article 7e et dernier. Lave-toi les mains, brosse-toi les dents, range-moi donc ce chantier qui te sert de chambre et file te coucher. Le pouvoir était rétabli et les rouages bien graissés, car contrairement à tous les modèles traditionnels de dictature, cette dictature-là s'appuyait sur un pouvoir judiciaire quelque peu différent. Non seulement les juges seraient des proches, oncles, tantes, grands-parents, cousins, amis, voisins, mais comme si cela ne suffisait pas, leur mode d'action s'appuierait sur un principe de base assez connu de l'autorité familiale, la culpabilité. Car le principe essentiel de la Constitution demeurait non formulé. Il coulait de source. Non pas le traditionnel « tu ne tueras point », mais « tu ne causeras pas de peine à tes parents ». Charlie Bregman, eh bien, nous allons donner avec vous dans l'originalité puisque nous commencerons en parlant non pas d'écriture mais de dessin. En effet, un des avantages des auteurs auto-édités est qu'ils sont entièrement libres de décider par eux-mêmes de la couverture de leurs livres et c'est bien vous qui avez créé celle de Vivement l'amour. Oui, tout à fait, ouais. Ça a été un vrai plaisir, ça, travailler dessus. J'ai voulu un graphisme assez simple, il y avait qu'en même temps des symboles à l'intérieur. Enfin, ce qu'il y avait à l'intérieur du livre, en fait, le contenu, voilà, j'ai voulu le représenter sur la couverture. Je voulais que ça saute aux yeux. Alors le mieux serait peut-être que vous nous la décriviez vous-même et puis vous nous expliquez ce qu'elle signifie.
Alors, si je la décris, c'est alors d'abord, donc il y a le titre évidemment, bon ça c'est essentiel à mon avis, Vivement l'amour, voilà. Le nom de l'auteur, bon je pouvais faire sans, mais bon, en tant qu'auteur indépendant, des fois, faut quand même faire quelques concessions, quoi. Faut respecter quand même un minimum de code. Donc bon voilà, j'ai quand même mis le nom, Charlie Bregman. Vous voulez dire que votre véritable envie aurait été en réalité de rester dans l'anonymat? Ouais, exactement. Et il y a quelques auteurs aussi qui se cachent un petit peu. Je pense qu'on est plusieurs à pas rechercher forcément la célébrité, la mise en avant, quoi. C'est pas. Non, en fait, ce qui nous plaît, c'est écrire. Donc ça, c'est autre chose. Pour en venir à la symbolique de votre couverture, expliquez-nous. Alors dans la symbolique, donc il y a une bande rouge qui représente, on va dire, en fait la Terre. Et en fait, de cette terre, il y a 13 fleurs en forme de cœur qui en sortent, qui représentent, on va dire, l'âge adolescent. 13 ans, en fait, chez les anglo-saxons, de 13 ans à 19 ans, on est adolescent. En fait, c'est les teenagers. J'ai représenté en fait cette adolescence avec 13 fleurs, voilà, parce que c'est le thème du livre. Après, si on décortique un petit peu plus, on a l'impression qu'il y a des racines blanches. Bon, si on s'approche un petit peu, on voit qu'il se passe quelque chose. Ces racines, elles ont une drôle de forme. C'est les petites graines, on va dire, peut-être masculines, voilà, qui se développent quand on devient ado, quand on devient adulte. Et on a une graine, voilà, qui part sur la droite, à l'intérieur du livre, qui nous invite à la suivre. Et j'ai voulu mettre sur cette couve une petite accroche supplémentaire. J'ai marqué on ne devient vivant qu'au moment où le cœur se réveille. C'est une petite accroche qui résume un petit peu ce qui va être traité dans le livre. Qui est le thème de l'adolescence, le thème du réveil en tout cas. C'est l'histoire de Charlie, 15 ans, qui va découvrir que finalement il n'est pas forcément ce qui est représenté par rapport à ses parents, par rapport aux profs. Il va se découvrir une identité à lui. Et enfin voilà. De même que le passage à l'âge adulte ne se fait pas en un jour, l'écriture de ce livre non plus, l'écriture de Vivement l'amour non plus. Est-ce que vous voulez bien nous raconter sa genèse? Alors c'est un long parcours, c'est un très long parcours. Ça a commencé, on va dire, en 2006. J'ai ouvert un blog, j'ai découvert un illustrateur que j'aimais bien, il avait pas mal d'humour, et je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Donc je lui ai dit que le livre était complètement écrit, ce qui était faux d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'il aurait dit non, c'était un petit peu trop risqué, quoi. Donc je lui ai présenté les 40 premières pages, mais en réalité c'était toutes les pages que j'avais. Et je lui ai dit qu'il fallait que je repeaufine toute la fin, voilà, que le livre faisait à peu près 200 pages. On s'est lancé dans cette aventure qui a duré 1 an et demi. On publiait 2 à 3 épisodes par semaine sur le blog. Les lecteurs arrivaient, ils réagissaient ou pas. Ça influait plus ou moins sur le texte, parce que c'est un texte que j'ai écrit au fur et à mesure. Puis voilà, on a été encouragés, et puis au final, c'est devenu un livre. Voilà. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est un phénomène qui se répand de plus en plus, ça. Avec l'émergence des blogs, il y a beaucoup de plumes qui se sont déliées grâce à l'écriture, chapitre par chapitre, et puis le retour des lecteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper intéressant parce que on fait un travail interactif finalement. On publie un épisode, on va voir peut-être un commentaire qui va nous faire réfléchir sur un point qu'on ne voyait pas forcément important. Et puis on va partir dans une direction qui ne sera pas forcément celle qu'on avait vue au tout départ. Donc c'est assez intéressant déjà au niveau inspiration. Puis ça permet aussi de pouvoir vérifier que ce qu'on écrit, c'est pas, enfin voilà, que ça correspond à une attente en tout cas. Donc là, bon, ça a duré 1 an et demi, donc on est rentré dans un roman, on va dire feuilleton, où les gens qui venaient, il fallait absolument qu'ils reviennent. Donc à chaque fin d'épisode, il y avait toujours quelque chose pour qu'ils reviennent. Et le fait qu'ils reviennent était hyper motivant. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Bon, alors, si on jette maintenant un coup d'œil sur la table des matières, on découvre qu'elle est en elle-même une anthologie musicale et cinématographique des années 80. Et si on décode les titres, on y retrouve les titres détournés de chansons et de films de ces années-là. Alors, pourquoi avez-vous choisi de situer l'histoire de Charlie dans les années 80 ? Alors déjà, les titres de chapitres, c'est un clin d'œil, en fait. C'est un clin d'œil par rapport à ceux qui venaient sur le blog. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient, on va dire, entre 30 et 40 ans, donc qui étaient adolescents pendant les années 80.
Donc je trouvais ça assez sympa de faire une petite référence entre nous sur les années 80. Voilà. Après, pourquoi avoir pris les années 80 comme cadre temporel? C'est parce que j'ai réfléchi au thème du premier roman, en fait, à la base. J'écris depuis longtemps, mais enfin, voilà, ce que j'ai écrit avant, c'était pas terrible. Et j'avais écrit un premier roman, mais qui a fini complètement à la poubelle. Et là, je voulais écrire un premier roman qui ait un certain sens autour de cette idée de premier roman. Donc j'ai réfléchi sur quoi partir pour un premier roman. Donc premier roman, ça m'a fait penser à la première fois, premier amour, les premiers pas dans la vie, les premiers obstacles, les premiers doutes, les premiers conflits aussi avec les parents, les premiers mensonges qu'on peut leur dire quand on fait des choses pas forcément avouables, pas forcément recommandées. Enfin, donc je trouve que c'est une période très riche. Et donc du coup, voilà, c'était le sujet de ce roman. Donc par rapport à moi, comme j'étais ado, en 89, quand ça se passe, moi j'avais 15 ans, exactement comme Charlie. Donc ça correspond, enfin voilà, c'était facile pour moi d'aller puiser des références dans des souvenirs personnels, quoi. Enfin, voilà. Alors maintenant, puisqu'on évoque les années 80 et que c'est le moment de passer à la première pause musicale, vous avez choisi une chanson d'une chanteuse qui a monopolisé les ondes dans ces années 80. Il s'agit de Mylène Farmer. Alors pourquoi Mylène ? Alors Mylène, ouais, bah, moi je suis fan de Mylène Farmer depuis 1988. Je me rappelle exactement la première fois que je l'ai entendue. C'était dans le car lors d'un voyage scolaire. Et là, ça a été, waouh, ça a été un choc, quoi. Et donc c'est une chanson qui s'appelle Le M'effondre, qui fait partie de l'album Bleu Noir, qui est sorti il y a quelques années, je sais plus quand, mais bon. Voilà, c'est une chanson qui me parle beaucoup. La chanson M'effondre de Mylène Farmer a été retirée de cette vidéo YouTube pour des questions de droit. Retrouvons dès maintenant Charlie Bregman. Hélas, je suis victime de mes comportements immatures précédents. Comment faire comprendre à Marina que je lui fais désormais la cour pour de vrai, alors que je lui faisais déjà avant, sans arrêt, mais pour de faux? Cela s'avère compliqué. De plus, décider du jour au lendemain de n'en aimer qu'une, cela risque probablement de susciter des jalousies de la part de celle que j'aurais décidé de ne plus aimer, non ? À cause de moi, les filles iront-elles jusqu'à se battre, se harponner d'injures et s'empoigner par les cheveux, se traiter de garces et s'enfoncer les bagues dans le cou, se lancer des vulgarités sordides et se déchirer les vêtements, se griffer les bras et se mordre les cuisses, s'agripper au décolleté et se baisser les culottes? Oh là, ce serait terrible de se sentir responsable d'une chose pareille. On pourrait facilement m'accuser d'avoir tout manigancé dans le seul but de pouvoir me rincer l'œil en toute discrétion, et ce, d'autant plus qu'il n'y a pas plus excitant qu'une fille qui transpire. J'ai remarqué ça à l'athlétisme. Les filles, quand ça fournit un effort, ça dégage une odeur de sexe. Ça ne peut pas s'en empêcher. Ça retient son souffle, ça serre les poings et ça serre les jambes, mais il n'y a rien à faire. Ça dégage une odeur de sexe. Le réveil des femelles, des hormones d'une moiteur torride, spécialement émises pour nous faire perdre toute décence à nous les chimpanzés. Ça veut jouer au volley pour s'exhiber la poitrine dans le filet, réceptionner le ballon pour pouvoir pousser des « ah ah » à tout va. Oh, ça je vous le dis, il n'y a pas plus bizarre qu'une fille sur un terrain de sport, car on ne sait jamais si ça souffre ou si ça prend son pied. Ce doit être une opportunité légale de rendre compte de sa maturité sexuelle en public, juste avant de se diriger vers la douche d'un air lascif et apaisé, presque dédaignant envers le sexe masculin, sans que nous puissions en savoir plus, nous, les retardés de l'hormonal. J'ai dérapé ? Vous avez raison. Je devrais présenter mes excuses, me faire tout petit et refuser de signer le texte. Mais bon, il faut quand même reconnaître que les filles, ça possède une jalousie que les mecs n'ont pas. Accorder sa préférence à une seule d'entre elles revient à s'exposer à de terribles ennuis. À part les rares d'entre elles qui ont déjà un copain, beaucoup de filles éprouveront de la jalousie à l'égard de Marina, sans que je représente pourtant à leurs yeux une denrée forcément enviable. Car la jalousie, c'est de surtout désirer ce que l'on n'aurait jamais eu l'idée de vouloir si l'autre ne l'avait pas eu avant nous.
Vous déclarez explicitement dans votre site que cette histoire est une autofiction, donc il faut comprendre que ce n'est pas inspiré de votre vie. Mais vous avez donné au narrateur votre prénom et vous précisez qu'il a 15 ans en 1989, c'est-à-dire le même âge que vous, à tel point qu'on se demande s'il ne s'agit pas plus d'auto que de fiction. Alors, est-ce votre histoire ou n'est-ce pas votre histoire? Que doit-on en penser? Je suis complètement démasqué alors. Non, alors en fait, Charlie, déjà, c'est pas mon vrai prénom, c'est un pseudo. C'est un prénom qui est né quand j'ai ouvert le blog, pour rester un peu plus dans l'ombre, enfin un peu plus tranquille en tout cas par rapport à des gens avec qui je travaille. Pour pouvoir écrire ce que je voulais, c'était plus facile d'avoir un autre nom. Donc, et puis quand j'ai commencé à écrire le livre, il fallait un prénom à ce personnage, et puis j'ai finalement choisi ce prénom de Charlie. C'était à la fois judicieux et pas très judicieux, parce que c'est vrai que du coup la référence autobiographique, bon ben voilà, elle est forcément là, mais bon. Mais pour répondre franchement, moi j'aurais bien aimé être le Charlie de ce livre-là. Dans ce livre, en fait, tout est faux, quoi. C'est absolument pas ce que j'ai vécu, puis en même temps, ben rien n'est plus vrai, quoi. C'est assez paradoxal, mais à l'époque, j'étais quelqu'un de... Enfin, je suis encore assez timide. Et le Charlie du livre, c'est un peu l'inverse. En fait, c'est quelqu'un qui fait face aux obstacles, qui est plus dans l'action que dans la fuite, quoi. Moi, je me suis un peu construit sur des silences, alors que lui se construit vraiment sur des actes. Je pense que c'est la différence entre les deux. Mhm. En quelque sorte, cette histoire est l'autobiographie de votre double idéal, alors. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, écrire, c'est un peu s'offrir une autre vie, finalement, quoi. On s'offre la possibilité de réécrire une autre vie. C'est un petit peu ça. Toujours dans le même ordre d'idées du réel et du possible, la toute première phrase présente une petite coquetterie typographique. Elle est barrée. Voilà, ouais. La première phrase, c'est effectivement: j'ai 39 ans, je suis en train de devenir chauve. Voilà, et ça, c'est écrit complètement barré. Et ensuite, à la phrase suivante, c'est: j'ai 15 ans, nous sommes en 89, etc. Donc, pour commencer, vous délivrez une information et vous faites savoir que vous vous ravisez, que vous ne voulez pas délivrer l'information. Mais vous l'avez quand même fournie. Quelle était votre intention en faisant cela ? Alors, bon, déjà, il y a un petit côté provocateur, parce que, en fait, commencer par une phrase complètement barrée, ça se fait pas trop, quoi. Mais bon, voilà, c'était pour dire, après tout, je suis libre, je peux écrire ce que je veux. Si j'ai envie de commencer par une phrase barrée, je commence par une phrase barrée. Bon, c'était pas forcément indispensable, mais je trouvais ça assez amusant. Et puis après, dans la rature, il y a tout un symbole. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir raté cette période. Et quand je parle autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui regrettent une adolescence un peu foirée, entre guillemets, quoi. Et qui restent nostalgiques finalement de cette époque, parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de choses qu'ils n'ont pas vécues. Et bon, voilà. Donc moi, bon, j'ai voulu jouer avec ce symbole-là, quoi. En tirant un trait sur cet échec, finalement, j'ai fait le choix affirmé de réinventer une vie, mais finalement avec le recul et ce que je suis à 39 ans, quoi. D'ailleurs, ça se ressent très bien dans votre livre parce que, en filigrane, derrière le narrateur, donc ce Charlie de 15 ans, on sent ce fameux Charlie de 39 ans du début, qui semble être en fait le véritable narrateur, celui qui revisite ses 15 ans, mais avec un regard d'adulte plus mature, plus lucide. Et du coup, il apporte des éclaircissements sur les codes du monde adulte, ses absurdités, et il offre les clés de compréhension et de construction d'une vie épanouie. Alors, peut-on dire de Vivement l'amour qu'il s'agit d'un roman initiatique, mais version punchy, insolent et sans langue de bois? Sans langue de bois. Si c'est le cas, tant mieux. Un roman initiatique, bon ça oui, effectivement, parce que on a un Charlie qui quitte l'enfance, qui commence à utiliser le jeu. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, il prend vie au 3e chapitre. C'est-à-dire qu'au début, il parle de lui à la première personne, je, mais on ne sait pas son prénom. Son prénom, il arrive avec finalement la personne dont il tombe follement amoureux, en fait Marina. C'est elle en fait qui l'appelle Charlie. Elle lui donne quelque part naissance. Voilà, c'est comme ça qu'il arrive à prendre conscience que, en fait, dans le 1er chapitre et dans le 2e chapitre, on décrit son monde extérieur, ses amis, sa famille, son père, sa mère, en fait ses proches, quoi. Mais c'est seulement au 3e chapitre qu'il va se réveiller. Voilà.
Donc un roman initiatique, oui, c'est voilà, il prend conscience de son identité, il prend du recul aussi par rapport à ses parents. Il va commencer à avoir un regard un petit peu plus critique. Et moi, effectivement, ce que je suis à 39 ans, ben, je le mets un petit peu dans ce Charlie de 15 ans. Je lui souffle aussi quelques pistes, quoi, voilà. Je l'aide un petit peu, quoi, voilà. Si vous voulez bien, nous allons maintenant écouter le deuxième morceau de musique que vous nous proposez. Il s'agit de quoi? Je vous laisse le soin de prononcer le nom à ma place. C'est un morceau d'un groupe indépendant pop qui est de Lille. Alors le nom est imprononçable, ça s'appelle Rocken is Dodelic. Alors je crois que ça se prononce comme ça, hein, je ne suis pas vraiment sûr. La chanson s'appelle Good Enough. Voilà, c'est un rythme très entraînant et puis surtout ils sont indépendants, donc voilà, moi j'aime bien ça. Charlie Bregman, Vive-moi l'amour, a fièrement caracolé cet été en deuxième place du top des e-books jeunesse chez Amazon, juste derrière Twilight 4. Est-ce qu'à l'origine, ce livre s'adressait aux jeunes? Alors à l'origine, non, c'était plutôt écrit pour des gens, on va dire, de mon âge. Bah, toujours par rapport à ces gens qui sont un petit peu nostalgiques de leur adolescence. Voilà, c'était une façon de retrouver ça avec le sourire. Voilà. Mais après, je ne pensais pas forcément que le livre pouvait plaire à des ados d'aujourd'hui, parce que bon, il n'y a pas d'internet dedans, il n'y a pas de Facebook et compagnie. C'est un petit peu peut-être périmé, quoi. Après, dans les thèmes, c'est des thèmes universels, hein, je suis quand même d'accord. Hein. Mais bon, dans le fond, voilà, c'est pas la même époque. C'est carrément pas la même époque. Oui, mais comme dès le départ, vous plantez bien clairement le décor dans les années 80, vous consacrez un très long paragraphe à ce sujet, en expliquant les différences entre ces années-là et les années 2000. Donc l'adolescent d'aujourd'hui sait qu'il va, dans ce livre, aborder le temps de l'adolescence de ses parents. Donc il a des chances d'apprendre beaucoup de choses sur ses parents que ceux-ci ne lui disent pas forcément. Et c'est sans doute plutôt séduisant pour un ado, ça. Ça peut être intéressant, ouais, tout à fait, ouais. J'y avais pas pensé. Oui, je pense que ça peut être intéressant pour un jeune de voir comment
les parents pouvaient être à cette époque. Ça peut être assez amusant, et finalement, plus se les rapprocher. Parce qu'en fait, ce Charlie, au fur et à mesure de ses aventures vraiment variées, il va apprendre finalement à découvrir ses parents. Il va arriver au final à mieux comprendre ses parents qui, au départ, lui paraissent vraiment d'un autre monde. Si le livre permet de résoudre les conflits entre les ados et les parents, ça serait pas mal du tout, ouais. Vous avez quand même cru bon de déconseiller ce livre aux moins de 16 ans. Bon, je crois qu'il n'y a pas de quoi choquer les jeunes, peut-être plus leurs parents d'ailleurs. Bon, c'est sûr que Charlie ne se censure pas trop, mais enfin, il n'y a rien de bien méchant dans ce livre. Pourquoi vous avez eu cette précaution ? Ça, c'est une précaution qui a été prise, qui n'est pas indispensable, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont 11 ans, 12 ans, ils en savent tout autant en fait, que nous, déjà, à l'époque, quand on avait, on va dire, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et croire qu'ils ne savent pas, non, ça, franchement, c'est pas forcément très, très lucide. C'est une petite précaution, voilà, par rapport à ça. Je voudrais pas que en fait, des parents disent non, mais il aborde quand même clairement quelques sujets. Nous, nos enfants, c'est pas comme ça qu'on veut les élever. Donc, bon, voilà, je préfère prendre quand même des gants par rapport à ça. En fait, c'est vrai qu'ils se censurent pas trop. Hein. Ouais. Il faut pas chercher à être hypocrite par rapport à ça. Je pense que c'est un truc qu'on a tous vécu. Je pense qu'on peut pas mal en rire aujourd'hui. Charlie, initiateur, ne s'en tient pas qu'à l'éducation sentimentale des adolescents, attardés ou non, mais aussi à l'encouragement des auteurs débutants. Et vous avez récemment publié « Écris ton livre ». Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de ce livre et quel en est l'objectif ? Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui rêvent d'écrire un livre et qui ne le font pas. Et c'est vraiment dommage. Donc ils ne le font pas parce que peut-être qu'ils ne savent pas forcément bien faire. Ils ne savent pas comment faire pour écrire un roman jusqu'au bout, comment en fait, mener une intrigue, traiter des personnages. Donc ça, c'est des problèmes, on va dire, sur le fond, quoi, quand même. Et puis sinon, c'est des problèmes à eux, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas. En fait, de confiance, quoi, un manque de confiance en soi. Dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est partager mon expérience à moi, ce que j'ai réussi, et puis aussi ce qui a fait que j'ai mis quand même, on va dire, 25 ans avant de pouvoir sortir mon premier bouquin, alors que j'écris depuis l'âge de 13 ans. Et c'est un appel, on va dire, à l'action. Enfin voilà, si tu rêves d'écrire un livre, écris ton livre. C'est un petit peu ce que je veux dire. Eh bien, c'est une excellente conclusion, Charlie Bregman. Merci beaucoup. Et pour nos auditeurs, si vous voulez offrir vivement l'amour pour la Saint-Valentin, c'est le moment ou jamais de le commander pour le recevoir en temps et en heure. Pour retrouver les coordonnées du site de Charlie, rendez-vous sur la page Facebook du Tremplin des auteurs. Et à cette occasion, comme je vous le disais en tout début d'émission, vous pourrez jouer pour gagner un exemplaire papier ou numérique de Vivement l'amour. La question est... Charlie nous a décrit la couverture de son livre, mais il a omis de nous parler d'un détail très significatif. Et si vous retrouvez lequel, vous nous envoyez un message privé sur la page FB du Tremplin des auteurs. Le premier gagnera un exemplaire papier du livre et les 9 suivants un exemplaire numérique. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, un dernier extrait de Vivement l'amour. C'est parti! Je compose le numéro en essayant de contrôler ma respiration. Respire profondément. Remplis tes poumons par le bas, c'est ça. Ne laisse pas monter l'angoisse. Ah, je ferai un mauvais hypnotiseur. Il ne faut jamais prononcer les mots tabous. Angoisse, c'est source d'angoisse. Trop tard, ça sonne chez elle. J'ai le cœur qui s'emballe et le sang qui me tambourine si fort au tympan que je ne pourrai jamais rien entendre. Je suis pétrifiée. Vite, je raccroche. Une vraie réussite, formidable. Je ne suis pas près de la raconter à quelqu'un, celle-là. Bon, il faut que je pense à autre chose. Quelque chose de rassurant, quelque chose d'apaisant. Nom d'un poil, pourquoi n'y avais-je pas songé plus tôt? J'ai pourtant un truc infaillible, un truc de magicien. Pour vaincre le trac, il n'y a rien de tel que de s'imaginer dans la peau de quelqu'un d'important. Par exemple, je suis qui ? Je suis le président directeur général de la Fédération française de natation et je veux parler à Marina pour avoir des précisions sur ses dernières performances. Voilà, c'est ça, le plus puissant PDG de la fédération. Ça, c'est vraiment un rôle qui va m'aller comme un gant.
Mon index est sur les starting blocks. Je m'imagine dans un gros costume sombre agrémenté d'une cravate très vilaine avec des rayures pas franchement jolies, mais je suis bien calé au fond de mon gros fauteuil de ministre, avec aux lèvres un gros cigare de Cuba à l'odeur épouvantable. Envoyez la musique et les projecteurs, je suis un acteur, un vrai. Caché derrière un rôle pareil, je ne crains absolument rien. Première sonnerie. Qui va répondre en premier, Marina ou sa mère? Deuxième sonnerie. Que vais-je dire? Ai-je au moins quelque chose à dire? Troisième sonnerie. Allô? Trahison, une voix d'homme. Allô? Je répète, tout empoté. Ce con m'a déstabilisé. Il a saboté tout mon plan. Il a vraiment une voix du genre à être un monsieur encore plus important que moi. Allô? Ce type ne respire pas l'amabilité. J'ai dû le faire sortir des toilettes, ça ne peut pas être autrement. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? S'informe la voix sèchement. Votre fille. Quoi, ma fille? Vous voulez lui causer à ma fille, c'est ça? Oui. Ah, c'est laborieux ce soir. Un véritable désastre. Je crois que je ferais mieux de raccrocher. Si Marina découvre que je suis bègue, je n'ai aucune chance avec elle. Isa, putain, tu te ramènes, c'est encore pour toi. Isa? Qui c'est ça, Isa? Je ne suis pas chez Marina, je lance d'une traite. Et là, c'est toujours pareil. Personne pour saluer la performance quand on sort une phrase complète sans le moindre accroc. Je parle dans le vide. Le père a dû reposer le combiné et j'entends comme des messes basses. Comment veux-tu que je sache? Encore un de tes gugus qui n'a jamais appris à se présenter, certainement. Une voix de trentenaire s'empare de l'appareil. Ouais, salut, c'est Isa, t'es qui? Ouf, sauvé. Au lieu de Marina, j'ai affaire à une greluche. Gna 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 gna, je me défoule. Si tu savais nager, tu ne demanderais pas qui je suis. Je lui raccroche au nez à cette dinde. Raccrocher au nez des gens, c'est un vrai truc de pouvoir. Et c'est fou ce que ça met en confiance. Waouh, maintenant j'ai extériorisé mon angoisse, je suis parfaitement prêt. Je refais le numéro par cœur en prenant bien garde de ne pas le saboter et je croise les doigts très fort.